Donc, cette fois-ci devrait être la bonne. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, on part. Alors, bienvenue d'être là en aussi grand nombre. Je vois qu'on est presque rendu à 200. On va commencer tranquillement. Les gens se joindront à nous au fil des prochaines minutes. J'en profite peut-être pour préciser un peu nos soirées impôts, c'est quoi et c'est pour qui surtout. Alors, pour qui? C'est pour ceux et celles qui préparent eux-mêmes leur déclaration de revenus. Donc, pour ceux qui préparent pour eux-mêmes ou encore pour des parents ou des amis, c'est sûr que si vous faites 200 déclarations et que vous gagnez votre vie comme ça, vous n'êtes pas notre public cible. Vous pouvez rester, mais vous n'êtes pas notre public cible. Et ça va être fait par qui? Bien, ça va être fait par des passionnés de la fiscalité qui travaillent et gravitent autour de l'Université de Sherbrooke. Alors, aujourd'hui, les thèmes pour cette Saint-Valentin, c'est les nouveautés. Donc, vous êtes inscrit aux nouveautés. On a quand même proposé un calendrier assez chargé. Donc, demain, pour ceux qui le souhaitent, nous allons aborder la thématique un peu plus spécifique de la fiscalité de la famille. Mardi prochain, nous allons refaire une autre soirée d'information, mais plus spécifiquement sur la fiscalité des aînés. Et enfin, mercredi prochain, nous aborderons la fiscalité qui touche tout autour des enjeux de crédit d'impôt pour santé et mesures pour aidants naturels. Donc, c'est un peu nos activités. Euh, J'en profite, je prends quelques minutes pour parler un peu de la mission de la Chaire. Pourquoi la Chaire fait des soirées d'impôts? Ben, c'est notamment pour diffuser les connaissances sur nos enjeux socio-économiques qui sont relatifs à la politique fiscale. Donc, parmi les objectifs qu'on a, on veut faciliter l'accès et la compréhension aux politiques publiques, puis on veut le faire auprès de décideurs, pour certains cahiers de recherche que l'on fait, mais aussi auprès d'un large public. Puis aujourd'hui, ben, c'est exactement ce qu'on veut faire avec nos soirées d'impôts. Donc, le déroulement. Lorsque vous vous êtes inscrit, on a sollicité vos questions qui touchaient l'une des quatre thématiques. Et bon, peut-être qu'il y en a un peu moins qui touchaient les nouveautés, mais on les a recensées. Et à la fin de la présentation des nouveautés, on va répondre à ces questions-là. Si par contre, en cours de présentation, pendant qu'on présente les nouveautés, il y a quelque chose qui vous semble un peu, ben, que vous avez mal saisi, que vous voudriez des précisions. N'hésitez pas à aller ici, là, en haut, vous avez une petite boîte de dialogue, là. Allez là-dedans, puis vous allez pouvoir écrire votre question. Moi, je vais les voir, puis je vais pouvoir les relayer à la personne qui fait la présentation. Donc, c'est un peu de la manière dont nous allons procéder. Qui est ces passionnés de la fiscalité, là? Ben, c'est Chantal Amiot, Sophie Bélanger, Caroline Lavoie, Luce Samoisette et moi-même. Le gros du travail sera fait par Caroline Lavoie et les autres les accompagneront plus au moment de répondre aux questions que vous avez mentionnées lors de votre inscription ou par la suite. Je prends aussi quelques minutes ou quelques secondes plutôt pour dire le langage fiscal il peut être quelque chose d'hermétique, notamment lorsqu'on parle de revenus, on peut parler du revenu total, on peut parler du revenu net ou encore du revenu imposable. Donc, le revenu total, c'est ce qu'on totalise vos revenus. Le revenu net, c'est après qu'on ait pris en compte les déductions. Et le revenu imposable, c'est ça sur quoi vous devez vous imposer. Je vais permettre donc à ceux qui vous expliquent d'utiliser ces termes-là parce qu'ils sont techniques, mais ils sont nécessaires. Même chose pour les crédits d'impôt. Le crédit peut être soit remboursable, ça veut dire dépasser l'impôt que vous avez payé, vous aurez un remboursement. Dans d'autres cas, le crédit est non remboursable. Il peut seulement effacer, par exemple, l'impôt que vous avez payé. Dans certains cas, si vous ne l'utilisez pas cette année, il peut être reporté. Dans d'autres cas, il est non reportable. Même chose, des fois, il peut être transféré à un conjoint. Dans d'autres cas, il ne peut pas. Donc, ça fait partie du langage technique, mais obligatoire. Par contre, si mes collègues utilisent des expressions, la TP1 ou la TP, la T1 et tout ça, donc un langage trop hermétique inutilement, j'interviendrai pour leur dire de rester accessible. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à dire avant que nous allons, que ce soit on vous présente les nouveautés? À la Chaire, on a développé au fil des années des outils qui peuvent vous aider à préparer vos déclarations. Je pense au guide des mesures fiscales. Donc, sur notre site web, il y a un guide, je vais vous le présenter. Nous avons aussi un guide des transitions de vie, puis nous avons un calculateur des crédits d'impôt pour aidants naturels. Donc, si je vous parle du guide pour les mesures fiscales,
lorsque vous allez sur le site, vous avez 14 onglets dans lesquels il peut y avoir jusqu'à 10 fiches pour expliquer une mesure donnée. Donc, si vous allez dans les crédits pour la santé, là, vous allez avoir tous les crédits qui concernent ou les déductions qui concernent la santé. Et là, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir l'explication, que ce soit une mesure fédérale ou une mesure québécoise. Donc, en tout, on répertorie là, plus de 75 crédits et déductions. Donc, c'est toujours bon de savoir où elles se trouvent et c'est assez bien, encore une fois, vulgarisé. Le guide des transitions de vie, ce n'est pas nécessairement d'expliquer les mesures fiscales, mais c'est des fois, les gens peuvent s'interroger. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un enfant? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un décès? Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends ma retraite? Lorsque je suis un aîné et je quitte mon domicile pour aller en résidence? Donc, c'est encore une fois, là, nous avons 10 fiches qui expliquent les transitions de vie. Vous cliquez et là, il y a des exemples un peu pour vous dire voici ce qui se passe lorsque telle situation arrive et vous voyez un peu les mesures à considérer, les impacts qu'on peut y avoir. Et enfin, le calculateur, donc, c'est peut-être un peu plus spécifique, mais comme les crédits d'impôt pour aidants naturels sont d'une complexité inouïe, malgré que les deux gouvernements prétendent les avoir simplifiés, donc ces crédits-là restent compliqués. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est par question. Donc, on dit aux gens, répondez à quelques questions, puis on va vous dire si vous êtes admissible au crédit d'impôt, soit fédéral, soit du Québec, et quelle valeur vous devriez avoir ou recevoir. Donc, c'est pour vous aider à vous situer par rapport à ces crédits-là. Donc, j'ai fait ça le plus rapidement possible. Maintenant, je vais céder la parole à Caroline qui va nous parler des nouveautés fiscales. Alors, bonne soirée à tous. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation pour les nouveautés. Bon, est-ce que j'ai bien le contrôle? Oui. Donc, les nouveautés qu'on va voir ensemble ce soir, il y en a à peu près une douzaine, là, je dirais. Là, au fédéral, bon, on va parler du nouveau crédit pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle, la déduction pour les dépenses d'outillage de gens de métier, les dépenses automobiles, l'allocation canadienne pour le travailleur, les nouveautés qui touchent les REE, la revente précipitée de biens immobiliers, ça aussi, c'est nouveau pour 2023. La prestation dentaire canadienne, qui est tout nouvellement mise en place, qui commence à être mise en place. Le régime canadien de soins dentaires et le CELIAP. Du côté du Québec, on verra bon, l'annonce qui avait été faite dans le budget pour la réduction des premiers taux d'imposition du barème d'impôt du Québec. Par le fait même, ça a eu un impact pour la réduction de certains taux de crédit. Le crédit pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage, le crédit pour dons importants en culture et la déduction additionnelle là, pour l'amortissement de 30 % qui a été aboli. On aura aussi par la suite quelques flashs, quelque chose, des éléments pour 2024. Hein, ce qu'on doit s'attendre, ce qu'on sait déjà qui sera en place, là, qui a été annoncé pour 2024. Donc, on commence par les nouveautés dans la déclaration fédérale. Donc, le premier crédit, c'est le crédit pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle. Donc, ça sera la première année qu'on pourra demander ce crédit-là. Et qui peut le réclamer? Bien, c'est un particulier admissible qui peut le demander, c'est-à-dire soit un aîné, on considère aîné aux fins du crédit 65 ans et plus, une personne adulte qui a le droit, c'est-à-dire 18 ans et plus, qui a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, le CIPH, c'est ça, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, et d'autres particuliers admissibles, c'est-à-dire les proches de ces personnes-là. On va demander le crédit à l'égard d'une rénovation admissible, c'est-à-dire une rénovation qui crée un logement secondaire afin de permettre à un aîné ou à une personne handicapée de vivre avec un proche admissible. Donc, ce qu'on entend par logement secondaire, c'est-à-dire que ça doit être un logement autonome qui remplit certaines conditions, c'est-à-dire qu'il doit avoir sa propre entrée privée, sa propre cuisine, salle de bain, aire de repos, donc la chambre à coucher, et il doit naturellement satisfaire là,
au règlement municipal là, de la ville où est située la résidence. Donc, le crédit sera à hauteur de 15 et en passant, c'est un crédit remboursable. Donc, pas besoin d'avoir d'impôts à payer pour y avoir droit. Dès qu'on rencontre les conditions d'admissibilité, on peut aller le récupérer. Le maximum qu'on peut aller chercher, c'est 15 de 50 000. Donc, c'est 15 des dépenses admissibles jusqu'à un plafond maximal de 50 000 de dépenses. Donc, pour un crédit qui sera de 700, pas de 700, mais de 7 500. Donc, il y a beaucoup de termes techniques dans ce crédit-là, particulier admissible, déterminé, travaux de rénovation admissibles, logement admissible, dépenses admissibles, non admissibles. Donc, particulier déterminé, c'est le particulier à l'égard duquel je vais, dans le fond, c'est pas nécessairement à l'égard duquel, mais c'est le particulier déterminé, c'est soit l'aîné de 65 ans et plus, ou encore la personne majeure qui est admissible au crédit personne handicapée. Le particulier admissible, c'est celui qui va demander le crédit. Ça peut être le particulier déterminé ou ça peut aussi être un proche du particulier déterminé. On entend par proche, c'est-à-dire le parent, le grand-parent, l'enfant, le frère, la sœur, etc. Donc, par exemple, moi, je serais un proche admissible de mon père pour qui je fais un logement, j'établis un logement secondaire à ma résidence. Donc, mon père serait le particulier déterminé et moi, je serais le proche admissible. Et autant un que l'autre, on pourrait demander le crédit. Au niveau des travaux de rénovation admissibles, ce qui est dans ça, c'est les travaux de rénovation qui ont pour but dans le fond, de faire un ajout, une rénovation, une modification ou un ajout à un logement, OK, à un logement admissible. Il faut que les travaux soient de nature durable et qu'ils fassent partie intégrante du logement admissible. Ils doivent être entrepris afin que soit le particulier déterminé, mon père, ou le proche admissible, moi-même, on y réside. OK? Ensuite, ce qui comprend les dépenses admissibles, c'est tous les dépenses de rénovation, les coûts des matériaux. Si j'engage un entrepreneur pour faire les travaux, ça entrera dans ça. Donc, les services et les matériaux, tous les éléments là, qui sont les accessoires fixes, ça aussi, ça rentre dans les choses, dans les dépenses admissibles. Le coût des permis de construction, mais ce qui entre pas, c'est ce qui meuble l'intérieur du logement. Donc, les appareils électroménagers ou encore, je ne sais pas moi, les appareils électroniques, une télévision, des choses comme ça, ça rentrera pas dans les dépenses. Ne rentre pas non plus dans les dépenses admissibles les coûts de réparation ou d'entretien annuel là, qui sont périodiques et de façon récurrente. Ça n'entre pas. Donc, il faut que ce soit vraiment des travaux de construction, le coût des matériaux qui vont venir qui vont donner la possibilité là, de demander le crédit. Autre élément à considérer avec le crédit pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle, c'est que ce crédit-là aura assurément un impact sur d'autres mesures fiscales. OK? Par exemple, l'exemption pour résidence principale. Quand sera-t-il le jour où je déciderai de vendre ma maison? Si moi, je décide en 2023, mais là, il est trop tard, mais si je décide en 2024 d'ajouter un logement secondaire à ma résidence principale, pour héberger mon parent, mon père ou ma mère, et que dans 10 ans, 15 ans, je revends ma maison, probablement et assurément que je ne pourrai pas exempter la totalité du gain en capital sur ma résidence. Vu que le crédit demande l'ajout d'un logement secondaire, ce logement secondaire-là ne sera pas, je ne pourrai pas exempter là, le gain en capital. Je vais pouvoir seulement sur la portion où moi j'habite.
Il y aura aussi un impact sur le crédit pour personnes aidantes. Donc, si mon père vit avec moi, ou n'importe quel, je dis mon père, mais ça peut être une autre personne aussi, là. Si mon père vit avec moi, 70 ans, 75 ans, je pourrais demander le crédit personne aidante du Québec à son égard. Mais dans la situation où j'ai bénéficié du crédit pour rénovation d'habitation multigénérationnelle, c'est-à-dire que j'ai fait l'ajout d'un logement indépendant autonome, ben là, mon parent, il ne vit plus avec moi. Mon père, il ne vit plus avec moi. Donc, ça viendrait là, couper la possibilité d'aller demander le crédit là, pour personnes aidantes du Québec, là, selon le volet 2. Donc, pour mon père qui a 75 ans, pas handicapé, ça m'empêcherait de le demander. Alors que s'il reste avec moi, je pourrais le demander à chaque année. Et aussi, bon, crédit pour personnes vivant seules, ben si on a chacun notre logement, puis qu'on vit seul dans notre logement, chacun, ben on pourrait chacun demander le crédit pour personnes vivant seules. Il y aura une annexe à remplir lorsqu'on veut demander le crédit. Donc, l'annexe 12, ce n'est pas une nouvelle annexe. Elle existait déjà. Elle servait l'année passée pour demander le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. Donc, à partir de cette année, l'annexe va plutôt servir pour le crédit pour les rénovations, le crédit pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Et bon, l'annexe sert à calculer le montant auquel on a droit et le crédit, là, le montant sera reporté à la ligne là, 45 355 de la T1, qui est la déclaration d'impôt général du fédéral. Je ne veux pas me faire reprendre par Luc en disant la T1. Donc, deuxième élément nouveau, c'est la déduction pour les dépenses d'outillage des gens de métier. Donc, à compter de 2023, cette déduction-là est doublée. Donc, auparavant, c'était 500 $. Maintenant, ça sera 1000 $. En fait, c'est la déduction maximale, c'est 1000 $ ou le montant là, pour lequel là, le coût des outils admissibles là, dépasse le montant du Crédit canadien pour emploi, qui est de 1368. Donc, pour avoir le maximum, on s'entend que je dois avoir des dépenses d'emploi, des dépenses d'outillage, d'achat d'outils de 2368. Donc, c'est pour y avoir, il faut que j'aille un minimum de ça. Ensuite, bon, c'est limité en fonction du revenu d'emploi que j'ai gagné, pour lequel j'ai eu à acheter les outils. Et le Québec s'est harmonisé avec cette annonce-là du fédéral. Là. Donc, on peut avoir autant le 1000 $ au fédéral qu'au Québec. Qu'est-ce que c'est une personne? Ben, les gens de métier, hein, ce n'est pas tout le monde qui peut se prévaloir de cette déduction-là. Donc, ça s'applique aux personnes de métier, c'est-à-dire toute personne qui exerce une profession exigeant un certain niveau de compétence. Bon, peut-être vous me direz, bien, tous les métiers, toutes les professions demandent un certain niveau de compétence, mais ça s'adresse principalement aux coiffeurs, cuisiniers, plombiers, apprentis mécaniciens. J'ai entendu aussi récemment les hygiénistes dentaires. Donc, ceux qui sont obligés par leur contrat de travail de fournir leurs propres outils dans le cadre de leur emploi. Généralement, l'employeur va fournir les instruments de travail, mais souvent dans ces métiers-là, c'est l'employé qui les fournit. Donc, un outil admissible, ce sera un outil qui a été acheté en vue d'être utilisé pour l'emploi, qui n'a jamais été utilisé à d'autres fins avant qu'il ne soit acheté. Donc, il doit être neuf. Je dois obtenir une attestation de l'employeur à l'effet que je suis obligé. L'outil n'est pas fourni par l'employeur, mais c'est vraiment l'employé qui doit l'acheter. Et bon, l'outil n'est pas un moyen de communication électronique, c'est-à-dire pas téléphone cellulaire ou du matériel de traitement électronique de l'information, sauf si ce matériel-là
il sert exclusivement là, à mesurer, localiser ou calculer. Ensuite, au niveau des dépenses automobiles, donc ça peut-être touche un petit peu plus les travailleurs autonomes. Donc, pour ce qui est de l'amortissement ou des dépenses relatives à une automobile, ça fait quelques années, là, en fait, depuis les 4 dernières années, on a eu une augmentation du coût qui est permis au niveau de l'amortissement pour une voiture. Donc, pour une voiture qui se qualifie là, de véhicule, de voiture de tourisme. Donc, ça faisait plusieurs années que c'était à 30 000 là, la catégorie 10.1. Bon, c'est monté à 34 000 en 2022, 36 000 en 2023 et là, pour 2024, c'est rendu à 37 000. Pour ce qui est de l'amortissement au niveau des véhicules zéro émission, les voitures de tourisme zéro émission, donc la catégorie 54, donc on était à 55 000, on est monté à 59 000, 61 en 2023 et c'est demeuré à 61 000 pour 2024. Donc, il n'y a pas eu de bonification là, de cette catégorie-là pour l'année en cours. Au niveau des frais de location pour les voitures de tourisme, donc la catégorie 10.1, ça aussi, ça l'a augmenté. On était à 800 $ depuis plusieurs années, donc c'est monté à 900 en 2022, 950, 1050 pour 2024. Donc, aussi pour les intérêts sur de l'argent emprunté pour acheter un véhicule. Donc, c'était à 300, c'est à 350 pour 2024. Et aussi les allocations là, aux employés, c'est-à-dire le montant qui est permis de donner sans déclencher un avantage imposable ou sans restreindre la dépense pour l'employeur. Donc, pour l'année 2024, les 5 000 premiers kilomètres, c'est 70 sous du kilomètre et les kilomètres excédentaires, c'est 64 sous. On a aussi eu pour les montants au kilomètre qui sont permis dans la déduction pour frais de déménagement et pour les crédits de frais médicaux. Donc, ce taux-là va varier en fonction de la province où a débuté le déplacement. Donc, si le déplacement débute au Québec, ben pour nous, c'est 57 sous et demi du kilomètre là, pour la déclaration d'impôt 2023. Donc, si j'ai engagé, si j'ai eu des frais de déménagement dans le cadre d'une réinstallation admissible et je suis partie de, je sais pas moi, de Drummondville pour me rendre en Gaspésie pour un nouvel emploi. Donc, je pourrais considérer là 57 sous,5 pour les kilomètres que j'ai parcourus. Et même chose pour les frais médicaux. Si je dois avoir des frais médicaux à l'extérieur de la région où j'habite, qui sont à 40 ou 80 kilomètres, je pourrais là, prendre un montant pour chaque kilomètre que je fais pour me rendre à l'hôpital ou à l'endroit où je vais recevoir les soins. L'allocation canadienne pour travailleurs, premièrement, peut-être une petite parenthèse sur ce que c'est exactement. Donc, l'allocation canadienne pour travailleurs, c'est une allocation qui est disponible pour les travailleurs à faible revenu. Donc, c'est un incitatif qui a été mis en place pour un peu inciter les travailleurs à faible revenu à rester sur le marché du travail plutôt que de se retourner vers l'aide sociale, par exemple. Donc, l'allocation pour travailleurs me donne une prestation, donc c'est un crédit remboursable que je peux aller récupérer. Elle a toujours été là, l'allocation canadienne de travailleurs, bien, toujours. Ça fait plusieurs années qu'elle est là. On pouvait la demander par anticipation, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Donc, en 2022, le gouvernement fédéral a décidé qu'elle serait versée automatiquement par anticipation. Donc, les personnes qui ont eu droit en 2022 ont pu recevoir 50 de ce qui était estimé pour l'année 2023.
Donc, peut-être que il y a certaines personnes ont reçu des montants, ne savaient pas trop qu'est-ce que c'était, mais il y a eu des versements anticipés qui ont été versés en juillet, octobre 2023 et aussi en janvier 2024. Donc, les personnes qui ont reçu l'allocation pour travailleurs par anticipation vont recevoir un feuillet pour ce montant-là qui a été reçu. Donc, c'est le feuillet RC 210 et ça viendra indiquer le montant qui a été reçu par anticipation. Donc, si pour 2023, j'ai le droit réellement, quand je fais ma déclaration d'impôt, j'ai le droit à l'allocation canadienne pour travailleurs, bien, ce que j'ai reçu par anticipation va réduire le montant qui va m'être versé par ma déclaration. Donc, si j'ai reçu 1 000 $ par anticipation et que j'ai le droit d'avoir 1 500, bien, dans ma déclaration d'impôt, je vais aller récupérer le 500 $ manquant. Donc, autre chose, c'est que si j'ai reçu 1 000 $ par anticipation et que dans ma déclaration d'impôt, lorsque je fais ma déclaration d'impôt, mes revenus ont été supérieurs et là, je me retrouve que j'aurais le droit seulement qu'à 700 $ de l'allocation canadienne pour travailleurs. Bien, corrigez-moi, mes collègues, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'aurait pas à le rembourser la différence. Donc, si j'ai reçu… Non, Exact. Exact. Bon, OK. Si j'ai reçu 1 000 $ par anticipation et que là, en 2023, j'ai le droit à 700 $, bien, je n'aurai pas rien là, dans ma déclaration d'impôt. J'ai déjà reçu 1 000 $ par anticipation, j'ai le droit à 700. Bien, le gouvernement, il considère que j'ai eu ce que j'avais le droit de recevoir par anticipation et je n'aurai rien de plus dans ma déclaration d'impôt et je n'aurai pas besoin de rembourser l'excédent. Donc, les versements anticipés qui sont reçus, une nouvelle ligne dans la déclaration d'impôt, la ligne 41 500 qui va être ajoutée, qui a été ajoutée. Nouveauté touchant les REE, les régimes enregistrés d'épargne études. Donc, il y a eu l'annonce d'une augmentation au niveau des retraits pour les retraits pour l'aide aux études. Donc, pour les 13 premières semaines consécutives à compter de 2023, donc la limite pour un étudiant à temps plein passe de 5 000 à 8 000. Pour un étudiant à temps partiel, donc ça passe de 2 500 à 3 000. Donc, la possibilité d'aller chercher un montant supplémentaire. Aussi, autre nouveauté qui a été annoncée, c'est au niveau de le fait de conclure conjointement un contrat REE. Donc, auparavant, les parents divorcés ou séparés ne pouvaient pas conclure ensemble, conjointement, un contrat REE. Maintenant, ils vont pouvoir le faire. La prestation dentaire canadienne, c'est un rappel. Celle-là, elle n'est pas nouvelle. Celle qui est nouvelle, c'est celle qu'on va voir tout de suite après. Mais la prestation dentaire canadienne, bon, est en vigueur jusqu'au 30 juin 2024. Ça couvre la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et elle est basée sur le revenu familial de 2022. Donc, elle s'adressait et elle s'adresse aux enfants de moins de 12 ans. Le montant maximum des dépenses par année, donc c'est 650 par enfant admissible si le revenu familial est inférieur, le revenu familial de 2022 était inférieur à 70 000, 390 par enfant si le revenu familial se situait plutôt entre 70 et 80 000 et 260 si le revenu familial se situait entre 80 et moins de 90 000. Si le revenu familial est supérieur à 90 000 ou plus, bien, on n'a plus le droit à cette prestation dentaire canadienne pour enfants. La nouvelle, celle qui a été annoncée par le budget fédéral 2023, donc le nouveau régime canadien de soins dentaires. Donc, ça sera offert pour tous les résidents canadiens admissibles qui auront un revenu net ajusté, un revenu familial de moins de 90 000. Un peu comme
la prestation là, pour les enfants. Et ça va viser les Canadiens qui n'ont pas accès à une assurance dentaire. Donc, si j'ai déjà une assurance dentaire avec mon employeur ou avec l'employeur de mon conjoint ou de mes parents, ben, je ne serai pas admissible à cette prestation-là. Ça vise vraiment ceux qui y ont pas droit. La demande a commencé à se faire de façon progressive en débutant par les aînés. Donc, j'ai fait un petit tableau pour démontrer qui a droit d'abord et avant tout. Donc, les personnes de 87 ans et plus ont pu faire une demande à compter de décembre 2023. Et là, selon la tranche d'âge, ben, c'est possible de faire une demande. C'est pas possible d'aller chez le dentiste et de recevoir des soins gratuitement. C'est possible de faire une demande pour adhérer au programme. OK? Fait que là, on serait rendu février. Les personnes âgées de 72 ans, de 72 à 76 ans, devraient recevoir une lettre. Le principe, c'est qu'on reçoit une lettre de Service Canada invitant à s'inscrire au programme d'assurance dentaire, de soins dentaires. Donc, d'ici 2025, tous les Canadiens devraient avoir pu s'inscrire au programme. Quels sont les services qui seront couverts par le régime? C'est, bon, tous les services un peu, à peu près tous les services dentaires, là. Dans le fond, tout ce qui est nettoyage, détartrage, polissage, le fluor, les examens, les radiographies, les plombages, traitement de canal, les extractions, les chirurgies, certaines chirurgies buccales. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être couvertes par le régime. Donc, comment ça va fonctionner? Qui va payer quoi? Donc, si le revenu familial, le revenu net familial est inférieur à de moins de 70 000, ben, il n'y aura rien à payer. Donc, 100% des coûts de service de soins dentaires vont être couverts et le particulier n'aura rien à payer. Donc, c'est la gratuité. Si le revenu est entre 70 000 et 80 000, inférieur à 80, donc, il y aura une partie seulement qui va être couverte gratuitement. Le particulier pourrait devoir payer 40% des frais. Et si le revenu est entre 80 et inférieur à 90 000, donc ça pourrait aller jusqu'à 60% des frais qui devraient être payés par le particulier, le reste par la compagnie d'assurance. Donc, comme je disais tout à l'heure, les demandes, on commence à s'inscrire. Demandes doivent être faites par téléphone. Présentement, ça se fait par téléphone. Donc, le particulier reçoit une lettre de Service Canada invitant à s'inscrire. Sur cette lettre-là, il y a un numéro à 5-6 chiffres. Donc, quand on appelle, c'est un service automatisé qui demande d'entrer le numéro qui est sur la lettre, le numéro d'assurance sociale, la date de naissance, les informations personnelles. Et suite à ça, ben là, le système automatisé nous dit félicitations, vous êtes admissible, vous recevrez une lettre dans les prochaines semaines confirmant votre adhérence au régime. Et par la suite, ben, si la demande est approuvée, la Sun Life, qui est la compagnie d'assurance qui va s'occuper du régime, va faire parvenir une trousse de bienvenue aux particuliers. Cette trousse-là va comprendre de l'information sur le régime, une carte demande et aussi le début de la couverture, la date de couverture qui devrait en principe débuter au mois de mai 2024. Donc, naturellement, pour avoir droit à ce service de gratuité-là, il faut que notre dentiste adhère au programme. Donc, de ce que moi je sais, ce que j'ai entendu, lu, tout ça, le dentiste n'a pas l'obligation de s'inscrire au programme. C'est un choix. Donc, ça va être vraiment de valider avec notre dentiste s'il fera partie là, des professionnels qui offriront la gratuité des soins dentaires. Donc, déjà, on commence à voir des choses quand on a préparé les feuillets T4. Sur les feuillets, on va avoir une nouvelle case de feuillets T4 et T4A.
la case 45 du feuillet T4 qui vient confirmer, dans le fond, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai déjà une assurance dentaire ou pas, ou si j'en ai une qui était faite par mon employeur, elle couvre qui? Est-ce qu'elle me couvre moi seule, mon conjoint, mes enfants? Donc, la case 45 qui va être à remplir et qui va être indiquée sur les déclarations d'impôt, bien, il y a 5 codes possibles qui vont apparaître dans la case 45, c'est-à-dire la case 1, je n'ai pas accès à aucune assurance dentaire. La case 2, j'y ai accès, mais c'est seulement moi qui est couvert. La case 3, je suis couvert, mon conjoint est couvert, mes enfants à charge le sont. 4, seulement le bénéficiaire et son conjoint. Ou 5, seulement le bénéficiaire et ses enfants à charge. Donc, c'est des nouvelles cases qu'on va voir là, pour les feuillets les feuillets T4 de l'année 2023. Il fallait remplir cette case-là. Donc, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, vous la verrez probablement. Autre nouveauté qui a été annoncée il y a quelques temps, je pense que c'est le budget de 2022. Donc, ça rentre en place, là, s'applique pour les biens immobiliers qui sont vendus à compter du 1er janvier 2023. Donc, pour l'année 2023, lorsque j'aurai vendu une résidence, un bien immobilier à profit, si le bien m'a appartenu pour une durée moindre de 365 jours, ben, ça va être considéré comme du revenu d'entreprise. Donc, je vais perdre l'exemption résidence principale. Donc, si je vends un immeuble, un bien immobilier qui était ma résidence principale, je ne l'ai pas possédé pendant au moins 365 jours, ben, je vais perdre l'exemption résidence. Ben, je ne sais pas que je vais la perdre, ça va être qualifié automatiquement de revenu d'entreprise. Mais si j'ai vendu ma résidence pour une raison spécifique, ce qu'on appelle les exceptions, ben, je pourrais quand même, dans cette situation-là, avoir un gain en capital et demander l'exemption résidence principale. Donc, si j'ai vendu ma maison parce que, je ne sais pas, moi, mon conjoint est décédé, ou encore parce qu'il s'est ajouté un nouveau membre à la famille, donc la maison ne répond plus aux besoins, ou un est parti, un membre de la famille a quitté. Donc, ça aussi, si je dois déménager pour l'emploi. Donc, il y a une liste d'événements de vie qui va venir exclure cette règle-là, qui va venir m'exclure de cette règle-là si je suis dans une de ces situations-là. Mais sinon, si le bien a été en ma possession moins de 365 jours, et on considère alors que c'est du revenu d'entreprise plutôt que du gain en capital, donc imposable à 100 et pas de possibilité de prendre l'exemption résidence principale. Il y aura une nouvelle section à l'annexe 3. L'annexe 3, c'est là où on consigne toutes les informations sur la disposition de biens. Donc, dans mon annexe, j'avais déjà un encadré à la fin de l'annexe 3 pour l'exemption résidence principale. Bon, on est venu ajouter une nouvelle section à la suite de ça où on doit venir cocher est-ce que j'ai vendu un bien immobilier durant l'année? Ou si oui, est-ce que je l'ai possédé pendant plus de 65 jours ou moins de 65 jours? Si oui, moins de 65 jours, est-ce que je rentrais dans l'une des exceptions? Si oui, je suis correct. Sinon, ça sera du gain en capital. Caroline? Oui, vas-y. Caroline, j'ai eu plusieurs questions sur le régime dentaire, là. Ouais. La première, c'est est-ce que n'est-il pas exact qu'il faut que le dentiste adhère également au programme? Oui, oui, le OK. dentiste doit adhérer au programme. S'il Et n'adhère après, pas, ça ne fonctionne pas. est-ce que les prothèses dentaires sont incluses? Je crois que oui. Là, je ne suis pas capable de revenir en arrière. Là. Je ne suis pas capable de dérouler vers l'arrière. Ah, attends un petit peu, ici.
Prothèse, hein? Service de diagnostic, restauration, plombage, endodontie. Celui-là, Oui, prothèse. orthodontique. Oui, c'est ça, comprenant les prothèses complètes ou partielles amovibles. Donc, prothèse dentaire, ça rentre dans ça. OK. Parfait. Bon, mais ça répond aux questions des gens. Mais un dernier petit point, par contre, il est 19h15. Je ne sais pas s'il faut accélérer le rythme. C'est juste un petit commentaire. Je ne sais pas s'il faut l'accélérer, mais je sais qu'il nous reste quand même beaucoup de diapos pour le temps. Oui, mais c'est pas si pire. Je pense que les autres c'est plus rapide. Il y a moins de choses. Donc, je retourne à mon CELIAP. Donc, le CELIAP, on ne viendra pas nécessairement dans les conditions d'admissibilité et tout ça, mais c'est entré en vigueur le 1er avril 2023 pour les résidents canadiens âgés de 18 ans et plus. Là, et aussi, bon, ça sert pour l'achat d'une première habitation. Cotisation annuelle de 8 000 qui sera permis pour un plafond à vie de 40 000. Moi, ce qui m'intéresse plus en tant que nouveauté, c'est ce qu'on va voir dans la déclaration d'impôt. Donc, si j'ai ouvert un CELIAP en 2023, ben, je vais avoir un nouveau feuillet qui va être en circulation, le T4 FHSA. Je ne me suis pas accrochée. Donc, et j'aurai aussi une nouvelle annexe à remplir dans la déclaration d'impôt qui est l'annexe 15. Donc, l'annexe 15 sera à remplir pour toute personne qui a ouvert un CELI et pour toute transaction qui sera faite dans le CELIAP. Donc, je vais voir aussi de nouvelles lignes dans les déclarations d'impôt T1 et TP1, les déclarations d'impôt générales, fédérales et Québec. Donc, j'aurai la ligne 12 905 et 12 906 et aussi la 20 805 pour le fédéral. Donc, les deux premières, c'est lorsque je ferai un retrait qui sera imposable, donc un retrait non admissible, c'est-à-dire que je retire l'argent du CELIAP et non pas pour l'achat d'une première habitation. Donc, je pourrais devoir m'imposer. Et la ligne pour la déduction, qui est la 20 800. J'ai marqué 805, mais c'est mon carré qui n'est pas à bonne place. Donc, c'est juste en dessous, là. Mon petit rectangle rouge arrive dessus, là. Déduction au titre d'un CELIAP, c'est la ligne 20 805. Du côté du Québec aussi, on va voir une nouvelle ligne pour la déduction. Donc, c'est la ligne 215 où je vais venir inscrire la déduction, la cotisation faite au CELIAP. Ça fait le tour pour le fédéral. Donc, le Québec. Première nouveauté du Québec annoncée dans le budget 2023. Donc, réduction du taux d'imposition pour les deux premiers paliers. Donc, de 15 on l'a abaissé à 14 20 on l'a abaissé à 19 Donc, on devrait là, avoir des économies dans la déclaration d'impôt parce que les ajustements ont été faits aux retenues à la source seulement à compter du 1er juillet 2023. Donc, pour les premiers 6 mois de l'année, on a cotisé en fonction des taux à 15 et 20 et les 6 derniers mois selon 14 et 19. Par le fait même, ça a un impact sur le taux de crédit d'impôt. Donc, plusieurs crédits d'impôt qui avaient un taux de crédit à 15 se sont vus abaisser. Là, le taux a été abaissé à 14. Donc, tous les crédits personnels, c'est-à-dire le crédit de base en raison de l'âge, pompiers volontaires, l'achat d'une première habitation, revenu de retraite, déficience grave et prolongée, personnes vivant seules, toute la panoplie, prolongation de carrière. Donc, ça a été réduit là, à 14 le taux de crédit. Le crédit pour pompiers volontaires ou pour volontaires en recherche et sauvetage. Donc, c'est un crédit qui a été, on n'a pas changé les conditions d'admissibilité du crédit, sauf qu'on a bonifié. Au Québec, on l'a bonifié, le montant était à 3 000. Au fédéral, il existe aussi. Donc, c'était 3 000, mais au Québec, on est venu le majorer là, pour 2023 à 5 000 et il y aura une indexation annuelle là, à compter de 2024. Donc, c'était des montants qui étaient fixes. Il n'y avait pas d'indexation.
mais là, celui du Québec va être indexé annuellement. Le crédit pour dons importants en culture, c'est un crédit d'impôt qui devait prendre fin en 2022, mais on l'a tout simplement rendu permanent. Donc, pour ceux qui peuvent donner, faire un don en culture, un don en argent d'un minimum de 5 000 ou maximum 25 000, ben, on peut avoir là, un crédit d'impôt de 25 du montant donné là, à un organisme en culture. La DPA additionnelle, encore une fois, c'est peut-être un peu plus pour les travailleurs autonomes. Donc, c'était possible de demander un amortissement additionnel de 30 à l'acquisition de certains biens. Donc, cette mesure-là, elle a été abolie là, à compter du 1er janvier 2024. Donc, on n'aura plus cette déduction-là. Quelques petits points chauds en rafale pour 2024. Donc, le premier, c'est une mesure du fédéral. Donc, c'est une mesure pour décourager la location à court terme. Donc, ça a été annoncé dans la mise à jour économique de l'automne de 2023. Donc, à compter de 2024, ben, ceux qui font de la location à court terme et qui ne respectent pas les exigences provinciales, municipales en matière d'enregistrement ou encore qui tout simplement n'ont pas sont dans une zone où c'est illégal, certaines villes l'interdisent complètement, ben, on refusera les déductions pour réduire le calcul du revenu, c'est-à-dire que je vais m'imposer sur mon revenu brut sans considérer de dépenses. Il y a même un nouvel article de loi qui a été ajouté là, en lien avec cette mesure-là. Crédit d'impôt relatif au fonds de travailleurs. Donc, pour la FTQ, là, fonds d'action. Donc, on vient introduire, Québec est venu introduire une règle limitant l'accès au crédit en fonction du revenu. Donc, il ne sera plus possible à partir de 2024, à moins de changements, plus possible de bénéficier du crédit d'impôt lorsque le revenu sera assujetti au taux d'imposition le plus élevé de la table d'imposition pour l'année d'imposition de référence. Donc, ce n'est pas l'année courante. L'année de référence, c'est la deuxième année d'imposition précédente. Donc, pour 2024, si mon revenu de 2022 dépassait le plus haut palier d'imposition, je n'aurai pas le droit en 2024 au crédit. Il n'y aura pas de report possible, c'est-à-dire que si par pur hasard, 2024 est une année exceptionnelle ou 2022 avait été une année exceptionnelle plutôt, et j'ai eu un revenu supérieur à la normale, ben, il n'y a pas de report possible. Okay? La portion que je ne peux pas avoir pour le crédit pour une année d'imposition, je ne peux pas le reporter à l'année suivante. Donc, il est carrément perdu. Ça s'applique aux années d'imposition postérieures à 2023. Si j'ai cotisé à FTQ ou Fonds d'action pour les 60 premiers jours de 2024, mais que je vais utiliser ça, ces cotisations dans ma déclaration d'impôt de 2023, ben, je ne suis pas visé là, par ces règles-là. C'est seulement la déduction que je vais prendre là, pour le crédit en 2024. Donc, petit tableau ici pour l'année de référence. Là, quand on parle d'année de référence, deuxième année civile précédente. Donc, 2024, ça sera 2020, c'est 2022. 2025, c'est l'année qu'on est là actuellement. Et en 2026, ce sera l'année 2024. Donc, ça, c'est le Québec qui a annoncé ça. Qu'en est-il du fédéral? Ben, le fédéral ne s'est pas prononcé, sauf que les dispositions de la loi fédérale disent que pour avoir droit au crédit fédéral, je dois avoir le droit au crédit du Québec. Donc, automatiquement, ça veut dire que si je n'ai pas droit au crédit du Québec parce que mon revenu est trop élevé, ben, je perds automatiquement aussi le crédit du fédéral. Donc, il y a aussi eu une annonce en ce qui concerne l'augmentation au niveau de la durée de détention minimale d'une action. Donc,
fallait que je la détienne pendant une période minimale d'au moins 2 ans. Cette période-là va être augmentée de façon progressive là, sur 3 ans, 24, 25, 26, pour en arriver à 5 années de détention plutôt que 2 ans. Il y a eu aussi plusieurs modifications qui ont été annoncées concernant la Régie des rentes du Québec. Donc, depuis le 1er janvier, il y a une nouvelle cotisation supplémentaire qui s'est ajoutée. Donc, pour les revenus, là, comment je pourrais dire, le revenu qui excède le plafond actuel, le plafond habituellement, là, à chaque année, le montant des gains assurables, bien, je vais avoir un deuxième palier, un deuxième plafond jusqu'à 73 200 où je vais cotiser là, un taux de 4 sur ce montant-là, ce qui me donne une cotisation maximale là, de 188 $. Et aussi, à compter du 1er janvier 2024, mise en application d'un choix qui permet aux travailleurs de 65 ans et plus de cesser de cotiser à la Régie des rentes. Donc, pour cesser les cotisations, je dois être bénéficiaire d'une rente de la Régie des rentes ou du régime de pension du Canada. Donc, le choix est fait avec l'employeur. C'est un formulaire à remplir, le RR50. Donc, si je décide d'arrêter de cotiser à la Régie des rentes, bien, mon employeur aussi arrêtera. Là, le choix se fait pour l'employé et pour l'employeur. Je dois faire le choix pour chaque emploi que j'ai. Donc, si j'ai plus qu'un emploi, je dois remplir le formulaire plus d'une fois. Si je change d'emploi, bien, il faut que je refasse une nouvelle demande. Ça sera aussi possible pour les travailleurs autonomes de cesser de cotiser à la Régie des rentes, mais eux, ils n'ont pas de formulaire à remplir particulier durant l'année. Le choix va plutôt se faire dans la déclaration d'impôt de fin d'année, c'est-à-dire en 2024, quand on fera, en 2025, quand on fera l'impôt 2024, c'est là qu'on va pouvoir là, faire le choix, venir dire, je décide de ne plus cotiser à la Régie des rentes. Il y aura une fin d'obligation de cotiser pour tous les travailleurs de 72 ans. De plus de 72 ans. Donc, à compter de 2024, ça vise l'ensemble des travailleurs. Donc, de 65 à 72 ans, c'est un choix. Puis, rendu à plus de 72 ans, bien, c'est automatique, je n'aurai plus à cotiser. On a aussi on a repoussé l'âge maximal d'admissibilité à la Régie des rentes. Donc, on peut, par choix, retarder le versement de la prestation qui maintenant était jusqu'à 70 ans. Bon, on l'a reporté, là, on peut maintenant la reporter jusqu'à 72 ans. Donc, ça fait là, une bonification de la pension de 58,8 % si j'attends à 72 ans avant de demander le versement des rentes. Finalement, dernier point, c'est les modifications qui vont avoir lieu à l'impôt minimum de remplacement. Donc, l'impôt minimum de remplacement, c'est un peu beaucoup, très technique. Donc, sans nécessairement entrer dans les détails de tout ça, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y aura moins de personnes qui seront assujetties à l'impôt minimum de remplacement, mais ceux qui seront assujettis en paieront davantage. Donc, on est venu élargir l'assiette des revenus qui seront considérés dans le calcul. On a augmenté l'exonération. Avant, c'était 40 000. Maintenant, ça sera 173 000. Donc, c'est pour ça qu'il y aura moins de gens qui seront assujettis à l'impôt minimum de remplacement. Mais on est venu augmenter le taux d'imposition. On calculait 15 %, l'impôt à un taux de 15 %, mais là, ça va être 20,5 %, donc ce qui explique pourquoi les gens en paieront davantage. Donc, si je ne me trompe pas, c'est tout. Donc, c'est rendu effectivement, on est rendu à la période de questions. Simplement vous dire, si vous êtes ici avec nous, 200 personnes, aujourd'hui, ça doit être parce que la fiscalité vous intéresse. Si vous connaissez des plus jeunes, des amis, des collègues qui ont le goût de partir dans l'aventure de la fiscalité, bien, sachez qu'à l'Université de Sherbrooke,
on offre des certificats spécialisés en fiscalité, un baccalauréat avec une concentration fiscalité, bien qu'il soit en administration des affaires, notre maîtrise qui a fêté son 50e anniversaire cette année, la maîtrise en fiscalité, ainsi qu'un micro-programme de deuxième cycle sur les taxes en consommation. Donc, j'en dis pas plus, mais juste pour ceux qui ont de l'intérêt, transmettez l'information, ça peut toujours être intéressant. Je prends le contrôle de la présentation. Oui. Je m'en vais directement vers la période de questions. Et donc, nous avons une série de questions et que nous avons recensées. Et il y en a une notamment autour de lorsqu'on veut produire nos déclarations, où on peut trouver des taux de change dollars américains, dollars canadiens, qu'on a eu sur des achats, ventes de titres boursiers. Alors, on vous donne les sites où vous pouvez trouver les taux de change. Mais ce qui est important aussi de se souvenir, c'est que quand j'ai acheté des titres, puis j'ai acheté, par exemple, en argent américain, il faut que je fasse le transfert en argent canadien cette année-là, la journée où j'ai fait l'achat. Donc, vous allez voir sur le site de la Banque du Canada quel était le taux cette journée-là. Et la disposition, si c'est 5 ans plus tard, par exemple, il faut que j'aille chercher le taux cette journée-là quand je vais disposer. Alors, vous avez le calcul du gain qui est le site de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, et vous avez la Banque du Canada pour trouver le taux en vigueur pour chaque jour. Parfait. Merci, Luce. Deuxième question. Pouvez-vous nous donner des informations sur le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles? Je sais qu'on en a déjà parlé au début, mais est-ce que le crédit est possible si les travaux ont été effectués en 2022? Non, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Et vraiment, le crédit est admissible pour les travaux qui ont été effectués à compter de 2023. Donc, malheureusement, si les travaux ont été effectués en 2022, ça ne sera pas possible d'aller chercher le crédit. On a mis aussi un lien, si vous voulez avoir de l'information sur le crédit, donc un lien sur le site de l'ARC où on donne toutes les explications là, nécessaires au crédit pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Merci, Caroline. Bienvenue. Troisième question. Bon, on en a abordé juste à la toute fin un peu. On a fait quand même l'esquisse de ça. Qu'est-ce que l'impôt minimum de remplacement et quels sont les changements? Est-ce que les changements touchent l'impôt 2023 ou 2024? Et est-ce qu'on a raté la cible si on n'a pas agi en 2023? Exemple, pour les dons philanthropiques d'actions cotées en bourse. Donc, de grandes questions. J'espérais que quelqu'un puisse y répondre. On va essayer de faire une petite réponse courte. OK. L'impôt minimum de remplacement, c'est un beau mot, hein, mais on ne souhaite pas payer ça. OK? Donc, l'impôt minimum de remplacement, ça vise normalement des particuliers à revenus élevés qui ont réussi à se soustraire ou à réduire au minimum leur impôt en utilisant des abris fiscaux, des privilèges. Okay? Fait que ça, c'est le concept derrière l'impôt minimum de remplacement. Le ministère a mis en place des règles, ça fait déjà plusieurs années, où on dit, si tu es un de ces particuliers-là qui a réussi à ne pas payer beaucoup d'impôts parce que tu as utilisé des privilèges fiscaux, toi, je vais te faire un calcul d'impôt parallèle à l'impôt régulier. Donc, tu vas, par exemple, selon l'impôt régulier, tu payes 1 000 d'impôt. Tu fais un calcul parallèle que le logiciel va faire pour vous. Et selon le calcul parallèle, imaginons que vous avez 4 000 d'impôt minimum de remplacement. L'impôt dit, tu vas payer le plus élevé des deux. Donc, même si par le biais de privilèges fiscaux, vous avez réussi à ne payer que 1 000 il y a quelque chose qui va vous rattraper dans le détour et qui va dire, non, tu dois faire un chèque de 4 000 cette année. Et l'impôt excédentaire, le 3 000, pourra être reporté dans les 7 prochaines années. Donc, essentiellement, c'est comme une petite bébite qui se calcule. À chaque fois qu'on fait le calcul de nos impôts, il y a quelque chose qui se calcule à côté quand on utilise un logiciel et chaque contribuable devra payer le plus élevé des deux. C'est pourquoi je dis on ne veut pas payer l'impôt minimum de remplacement. Donc, qui est visé par ça en 2023 essentiellement? Ce sont des personnes qui ont eu des revenus de dividendes élevés. On va parler d'une centaine de mille dollars de revenus de dividendes. Des personnes qui ont vendu les actions de leur petite entreprise pour lesquelles ils ont profité de l'exemption pour gain en capital, qui atteint quand même tout près d'1 million de dollars. Donc, ce sont ces gens-là. Évidemment, à peu près un gain en capital d'à peu près 120 000, on aura de l'impôt minimum à payer si on a droit à l'exemption pour gain en capital.
Qu'est-ce qui change en 2024? Caroline le dit rapidement, parce que c'est en 2024 que ça change et non en 2023. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de gens qui vont payer de l'impôt minimum, mais ces gens-là vont en payer plus. Donc, essentiellement, on veut aller chercher un petit peu plus d'argent, mais en ciblant davantage les particuliers, certains particuliers spécifiques. Et là, pour le bout de la question qui dit, est-ce qu'on a raté la cible si on n'a pas agi pour l'impôt 2023, c'est-à-dire à l'égard, par exemple, des dons d'actions cotées en bourse? Ma bonne réponse va être, ça dépend. Okay? Probablement que non, mais c'est probablement que non parce que oui, maintenant, à compter de 2024, avec l'élargissement de l'assiette fiscale, on va viser les dons d'actions cotées en bourse, mais par contre, il y a une exemption additionnelle qui s'applique en 2024, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un automatisme qu'il y aura de l'impôt minimum, même si on l'a donné en 2024. Fait que dans ce cas-ci, le meilleur conseil, c'est consultez pour voir si l'impôt minimum s'applique à vous, faites des simulations avec un logiciel, mais ce n'est pas un automatisme. Je ne sais pas si j'ai réussi à rendre ça clair, là, mais voilà. Tout à fait. Merci, Chantal. Donc, question 4. Quels sont les éléments de la fiscalité canadienne dont les nouveaux arrivants devraient tenir compte lorsqu'ils font leur première déclaration? C'est encore à mon tour. Donc, ici, réponse beaucoup plus simple. On vous a trouvé sur le site de l'Agence de revenus du Canada une belle, je vous dirais, un beau guide à suivre et des éléments qu'on vous mentionne. La même chose pour vous aider à faire vos déclarations de revenus et la même chose sur le site de Revenu Québec. Essentiellement, je prends quand même 2 minutes, je suis un nouvel arrivant. Le premier enjeu, le premier élément sur lequel vous allez devoir vous questionner, c'est la résidence. Est-ce que vous êtes maintenant un résident canadien? OK, ça va être un élément à considérer et là, il y aura tout un enjeu fiscal associé à ça. On va devoir aller voir s'il y a des conventions qui existent avec le pays d'origine. Et troisièmement, peut-être, moi je l'ai appris, là, mais l'obligation d'aller chercher un numéro d'assurance sociale. Okay? Fait que parmi les éléments que vous allez retrouver, vous avez cette information-là, fait que je vous y réfère. Parfait, merci. Et vous voyez là, dans la présentation, il y a des liens. Nous, on va mettre la présentation disponible sur le site. Vous allez pouvoir cliquer sur ces liens-là. Ça va vous amener directement aux bons endroits. Question suivante, question 5. Cette année, c'est la première fois que je fais mes impôts. On est content. J'aimerais connaître la marche à suivre. Courte question, mais beaucoup de choses à penser. La première chose, je vais vous référer dans le guide de transition de vie qu'on retrouve sur le site de la Chaire à l'onglet intitulé « Avoir un premier emploi ». Mais rapidement, ce qui va être très important, c'est la collecte de documents pour faire la première déclaration de revenus. Exemple, les T4, le relevé d'emploi, tant fédéral qu'au provincial. Si on a des revenus d'intérêt, si on a des reçus de médicaments, des frais de garde, des frais de scolarité, etc. Donc, il faut vraiment faire, vraiment tout rapatrier ça pour faire notre déclaration de revenus. Si c'est votre première déclaration et vous voulez la faire vous-même, il y a des logiciels qui existent et il y a les pas à pas avec les logiciels. Mais moi, je vous dirais pour la première année, puis si vous n'êtes pas vraiment versé en fiscalité, faites-vous aider pour la première année. Vous verrez par la suite si ça vous intéresse de continuer. Voilà. Parfait. Merci, Luce. Parfait. Je continue. Je détiens un duplex à revenus pour lequel il n'y a pas de bail. Est-ce que je dois produire le relevé 21? Donc, relevé qui doit être produit par le... Relevé 31? Relevé 31, pardon. OK. Oui, le relevé doit être produit même s'il n'y a pas de bail. À partir du moment où il y a un loyer qui est versé comme pour le mois de décembre, on doit produire le relevé 31. Voilà. Parfait. Réponse courte à une question. Parfait. Je cherche. Si vous voulez, si la personne veut plus de détails, allez sur le site de Revenu Québec, relevé 31, très bien défini, parce que sur le relevé
on indique, bon, c'était quoi le montant du bail? Fait que là, tu dis, ben, j'en ai pas de bail, donc qu'est-ce que je complète? Et on vous dit quoi indiquer partout. Fait que allez voir le site de Revenu Québec, relevé 31, très bien fait. Super. Question 7. Est-ce que la déduction pour travailleurs à domicile qui était disponible pendant la COVID existe encore ou si elle a été abolie? Si elle a été abolie, existe-t-il d'autres déductions qui peuvent être prises en considération? Donc, effectivement, cette déduction-là, elle a été abolie. Donc, elle n'est plus disponible pour l'année 2023. Donc, ce qui me permettait là, d'aller avec la méthode simplifiée, c'est-à-dire 2 par jour de télétravail, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est toujours possible d'avoir une déduction pour bureau à domicile si j'ai été en télétravail, si je respecte les conditions là, qui sont exigées par Revenu Canada et Revenu Québec. Donc, c'est toujours possible. Donc, il suffit là, encore une fois, on vous a mis les liens où ce qu'on donne beaucoup d'informations sur à quel moment je peux demander cette déduction-là, c'est quoi les critères à respecter et c'est quoi les dépenses que je peux prendre. Donc, Parfait, voilà. merci. Avant qu'on arrive à la dernière question, donc vraiment, la prestation canadienne dentaire a suscité beaucoup de questions. Oui. J'en ai une. Je pense que je connais la réponse, mais je vais vous la laisser. La prestation canadienne dentaire est-elle imposable? Ben, moi, je dirais non. Non. Moi aussi, je dirais non. Non. C'est ça. Ça va dans la logique de ce type de prestations-là qui ne doivent pas être imposables. Ça n'a jamais été mentionné qu'on rajoutait ça aux revenus. Exact. Question 8. Quelles sont les nouveautés en lien avec le changement de vocation d'un bien loué à résidence principale? Ben, il n'y a pas de nouveauté pour l'année 2023, mais rapidement, l'information relativement à un changement d'usage. Si je prends un immeuble que je louais et que je commence à l'utiliser comme étant ma résidence principale ou ma résidence, je suis réputée l'avoir vendu à la valeur marchande pour les fins fiscales. Donc, je suis réputée, j'ai pas reçu d'argent et je devrais m'imposer sur le gain capital, par exemple, et sur la récupération d'amortissement s'il y a lieu. Il y a cependant un choix qui peut être fait pour reporter cette imposition-là plus tard. Il faut que ça soit fait dans la déclaration de l'année où il y a le changement d'usage. Parfait. Voilà. Merci, Luce. Alors, ça termine notre période de questions. Donc, je remercie les collaborateurs et collaboratrices, Caroline, Luce et Chantal. Il y a également Sophie. Donc, merci à tous pour la préparation de cette soirée déclaration d'impôts nouveautés. Je vous rappelle qu'il y en aura d'autres pour ceux que ça intéresse. Et je vous remercie, les gens qui s'inscrivent et qui envoient leurs questions. C'est toujours intéressant de vous lire et de vous savoir si nombreux à nous suivre. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.